Bienvenue sur T'as tout senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, T'as tout senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le premier podcast sur l'art de sentir. Je vous invite à faire un pas de côté avec un épisode hors série. Direction la forêt, ce lieu magique, merveilleux, mais accueillant comme hostile, et par contre ressourçant et apaisant. Et ce n'est pas un hasard si je vous en parle aujourd'hui, car le mois de juin est le mois de la forêt. Au programme, le silence de la forêt, les concerts d'Olivia Gay, le festival de la forêt à Compiègne, la nuit des forêts et maintenant l'appel de la forêt à Millemont et surtout l'événement de Romain Dian, mon invité. Vous me savez curieuse à 360 degrés et que pour bien sentir, il faut se sentir bien. Alors j'aime à explorer et aller à la rencontre d'initiatives porteuse de sens. La nature, Romain Dian ne l'a jamais quittée. Il s'en est éloigné, à la tête d'un petit empire dans le monde de la nuit, enfoui au fond de lui, c'est cette même nature qui va le guider et lui permettre d'explorer un nouveau chemin. En effet, après s'être réfugié dans les bras maternels de la terre-mère, à la fois tendre, thérapeutique et médicinale, Romain entamera une renaissance de 4 ans entre la forêt amazonienne et l'Inde, sans jamais quitter son âme d'entrepreneur. D'ailleurs, pour lui, quête spirituelle et quête entrepreneuriale se confondent. Authentique et sincère, profondément humain, le titre d'ailleurs de son livre paru aux éditions Erol, dans lequel Romain raconte son incroyable aventure et voyage à l'intérieur de lui pour devenir lui-même. Aujourd'hui, c'est l'appel de la forêt qu'il propose pendant 1 jour et demi, le 17 et 18 juin, en immersion totale dans la forêt de Millemont à 40 minutes de Paris. Tout un chemin pour se reconnecter, porter un nouveau regard et redécouvrir la forêt avec nos 5 sens. Car la forêt, nous en avons besoin. Mais comme disait Prem Baba, l'un des maîtres de Romain, Don't rush the river. Et maintenant, écoutons-le. Bonjour Romain. Bonjour Bettina. Alors, tu organises l'appel de la forêt le 17 et le 18 juin 2023 au château de Millemont, dans les Yvelines. Donc, peux-tu nous dire quelques mots sur l'objectif premier de cet événement? Oui, alors cet événement, c'est avant tout une expérience, une invitation à se reconnecter à la forêt, à renouer avec elle par l'expérience donc. Et donc, c'est vraiment ça l'intention, c'est de s'immerger en forêt, parce qu'il y a un livre qui est sorti qui porte ce titre récemment, un terme que j'aime beaucoup, Oui. sans forester. On respirera aussi, on ne sera pas non plus que dans la forêt parce que voilà, c'est bien aussi parfois d'en sortir, puis d'y revenir, etc. Et donc, voilà l'intention. Et donc, du coup, de s'imprégner de la forêt, de la redécouvrir à travers l'art, la poésie, nos 5 sens, et donc des différentes expériences qui seront guidées par 8 intervenants et moi-même, qui sont tous voilà, des personnes que j'aime énormément, ce que j'aime qualifier d'explorateurs de la conscience, qui ont tous eu des cheminements Mhm. personnels assez importants et qui sont surtout des amoureux de la nature et de la forêt. Ok. Alors, quels vont être les bénéfices de ce moment passé dans la forêt?
eh ben, en ressortir avec une nouvelle inspiration, une nouvelle énergie, de nouvelles idées, une nouvelle conscience, en fait. C'est vraiment là que se situe ce type d'événement, conscience avec un grand C, c'est-à-dire Oui. que des changements s'opèrent au plan individuel au cours de cette expérience pour que tout simplement, comment dire, 48 heures après, On a un autre regard sur cette... voilà, un autre regard, un autre rapport, un autre lien à la forêt, que petit à petit, c'est un peu, je ne vais pas employer de trop grands termes, mais c'est un peu, comment dire, l'un des sens que je donne aujourd'hui à mes projets entrepreneuriaux Oui. et à ma vie. C'est voilà, de faire en sorte que, comme ça a été le cas pour moi, bah, de changer ce lien entre l'homme et la nature, tout simplement. Mhm. Euh, D'accord. de la réapprivoiser. Parce que, en fait, voilà, on a un peu oublié d'où on venait et qu'on venait en fait de cette nature profonde. Absolument. Alors, rentrons de plein pied dans la nature. Donc, la forêt, on en a besoin. Qu'est-ce que tu entends par là? La forêt, on en a besoin d'abord pour se replonger dans cette nature. C'est déjà une étape. Mais Mhm. avant toute chose, et à travers ce plongeon, se reconnecter à notre propre nature, la nôtre. Et en fait, comprendre que tout ça forme un tout, Oui. Et ne forme qu'un. ne forme qu'un, et qu'en réalité, cette séparation, comment dire, visuelle qu'on voit, oui, elle est visuelle, mais en réalité, on est étroitement reliés. Le monde humain, le monde végétal, le monde animal aussi, et Mhm. donc tout ça forme un équilibre sur notre planète. Et à travers cette reconnexion, c'est en fait en tirer des bienfaits au plan individuel. Mm. Surtout que maintenant, vivant dans les villes, les gens s'en sont éloignés et que effectivement, il faut y retourner. Exactement. On vit dans des forêts d'immeubles. Oui, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, voilà, on a besoin de peut-être, sans, je ne suis pas un anarchiste, moi, donc je ne suis pas pour dire que les villes, c'est pas bien, les villes, c'est Non. super, c'est évidemment un grand progrès technique, et enfin, et un grand progrès global des derniers siècles. Simplement, c'est peut-être un rééquilibrage dont on a besoin. Mm. Absolument. Oui, 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 oui. On a toujours besoin de rééquilibrer à un moment donné et de trouver un juste milieu, ce qui est le plus difficile. Alors, est-ce que tu te souviens de ta première balade en forêt? Alors, ma première balade en forêt. Bon, moi, j'ai eu la chance de grandir sur un jardin, dans une ville. Oui, J'étais en plus au premier étage, donc en fait, un peu dans les arbres. À l'époque, j'avais une mère qui était très, enfin, qui est toujours là, hein, qui était très sensible à la nature, à la campagne. oui. Donc, bon, il se trouve que par ailleurs, on désertait la ville tous les week-ends. C'était voilà, très important pour elle, et du coup, ça l'est devenu pour moi Mhm. d'être le plus possible dans la nature. Et donc voilà, donc ce lien, il a été en fait assez tôt, et ça a toujours été très présent. Et alors, quelle forêt était la première forêt que tu as découverte véritablement? Ben, je ne sais plus exactement, à part cette forêt qui était donc, enfin, ou ce jardin, mais qui était assez dense en bas de chez moi. Euh, je- Oui, J'imagine que c'était en Bourgogne, donc on allait tous les week-ends, et donc voilà, on faisait souvent beaucoup des marches en forêt, des balades. C'était quelque chose que ma mère aimait bien faire. Je vous avoue que moi, un peu moins quand j'étais, en tout cas là où, oui, enfin, en tout cas là où je m'en souviens, c'est-à-dire adolescent, en tout cas, voilà. mhm. Puis je me souviens qu'à partir, Oui, on a souvent envie d'être ailleurs que d'être dans une forêt. voilà. Donc j'étais pas, mais voilà, j'aimais bien ça, mais c'est vrai que c'était pas ma priorité. Et en revanche, je me souviens qu'à partir de quoi, 18-20 ans, Mhm. c'est redevenu vraiment un plaisir, et même quelque chose qui, sans pouvoir vraiment le nommer à l'époque, dans la vie trépidante d'entrepreneur que j'avais de 20 à 30, où justement, Oui. ma mère vivait à cette époque, enfin, elle s'était installée pleinement à la campagne, à 1 heure de Paris, et je me souviens d'aller régulièrement chez elle, me ressourcer, me régénérer, et justement en recherche, encore une fois, sans pouvoir le nommer à cette époque, mais en recherche de ce rééquilibrage.
Mais souvent dans la vie, on fait des choses inconsciemment et tout d'un coup, il y a un moment donné, on peut les nommer. Mais il y a comme un cheminement où on ne sait pas très bien voilà, où on va ni ce qu'on fait. Et puis tout d'un coup, effectivement, quand on nomme, on prend conscience qu'en fait, il y a tout de même quelques années que ça a commencé sans le savoir. Ouais, exactement. Alors, la nature est notre plus grande médecine. En tout cas, c'est ce que j'ai lu de toi. Est-ce que tu peux approfondir ce que tu avais, ce que tu voulais dire par là? Bah, c'est mon expérience personnelle, c'est-à-dire que bon bah là je viens de dévoiler par bribes rapidement un parcours de Oui. l'enfance, l'adolescence, brièvement de 20 à 30 ans, donc finalement une vie en ville, mais quand même ponctuée avec une présence quand même régulière des arbres, de la nature, de la campagne, de la forêt. Mais à 32 ans, de manière très inattendue, j'ai fait un burn-out très, très, très profond, Mhm. une crise existentielle, sans vouloir encore une fois employer trop de grands mots, mais c'était vraiment le cas, une crise existentielle où finalement tous les plans de ma vie étaient remis en question. Et je suis parti en janvier 2016, suivant une intuition très profonde et difficile à expliquer. Je suis parti en Amazonie Mhm. à 24 heures de vol de Paris, après 3 escales. Je suis donc arrivé dans une communauté spirituelle, une sorte de tribu. Pas une tribu indigène, il y avait aussi des Occidentaux. Elle avait été fondée par un local indigène qui s'appelait Indius. Ouais. Et donc, j'ai là redécouvert la nature. Alors, il faut évidemment comprendre que je venais de prendre un an d'antidépresseurs en 2015. J'étais totalement, comment dire, affaibli physiquement d'abord, et puis perdu psychologiquement, en recherche vraiment. Et donc, voilà, suivant cette intuition, j'ai été Mhm. me réfugier, parce que je l'ai vraiment vu comme ça, dans les bras de cette nature qui finalement a pris soin de moi. Je dormais quand même dans un hamac pendant un mois et demi. Alors ça s'est d'ailleurs prolongé, mais dans cette première expérience, de cette première étape, ça a duré un mois et demi sur ce hamac, ce qui était une expérience extraordinaire, tout à fait inattendue aussi. Pas tellement de problèmes de confort, mais surtout le sentiment, et c'est ça qui m'a marqué, de cette Ouais. immersion, de se sentir enveloppé par cette nature, cette forêt. Il y avait beaucoup d'animaux aussi autour, parce qu'en fait, le hamac, c'était à l'air libre. Enfin, il y avait juste un sorte de toit, c'était sous un préau, il y avait un toit qui protégeait des éventuelles pluies, mais il n'y avait pas de mur, quoi. Donc, on était vraiment, voilà, en lien direct avec la nature. C'était extraordinaire. Et puis, ça s'est prolongé pendant finalement 3 4 ans. Alors, pas 3 4 ans dans la forêt amazonienne, mais dans quand même voilà, dans une omniprésence de la nature. D'accord, mais ça, on va y revenir. Est-ce que tu as plutôt une anecdote ou un souvenir fort, hormis d'avoir découvert le hamac et cette impression réconfortante quelque part de la forêt? Alors oui, je m'aperçois que j'ai pas complètement répondu à votre dernière question sur Sur la médecine? sur l'aspect médicinal de la Oui. nature. Ce que j'ai ressenti en essayant de mettre des mots dessus, bien que ce soit encore une fois de l'ordre du sensoriel, de l'expérience, Mhm. du ressenti. Mais j'ai donc ressenti une sorte de décharge de chlorophylle, quoi, qui déjà nettoie, purifie, et quelque chose de très maternel. D'ailleurs, de la terre-mère. Absolument. On dit que la Terre est une entité féminine dans les grandes lois spirituelles de notre monde. Voilà, j'adhère volontiers à cette interprétation de ce qu'est la Terre. Euh, et donc, c'était vraiment ça. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, une tendresse. Mhm. Et en ce sens, une tendresse qui était pour moi à ce moment-là vitale. Et donc, Ouais. c'était donc, oui, tout à fait thérapeutique et médicinal. Pour compléter voilà, cette explication, il y avait aussi évidemment là-bas ce rituel chamanique, ce breuvage non assez connu en Europe, bien qu'encore pas si connu, qui est de cette plante médicinale qui s'appelle ayahuasca, Tout à fait. plante sacrée, plante médicinale utilisée par les indigènes depuis plusieurs millénaires pour soigner le corps et l'esprit, et quand il s'agit que de l'esprit, obtenir des visions. C'est une sorte de lien qu'ils ont avec le divin. Et c'est vrai que
Donc, j'ai pu découvrir cette expérience là-bas et à plusieurs reprises. Et ça a été évidemment une expérience très forte, très profonde, médicinale, oui, oui, clairement une médecine naturelle en tout cas, qui a entamé ouais, une sorte de processus de guérison. Ouais, d'accord, ok. Et alors, en fait, pour revenir à l'appel de la forêt, qui est la thématique et le nom de cet événement, je crois savoir que pour toi, cette prise de parole est en aucun cas un acte militant, que c'est quelque chose qui est important pour toi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors oui, effectivement, c'est vrai que je découvre depuis que j'ai lancé cet appel de la forêt un nouvel écosystème. J'ai rencontré différentes associations, fondations, et j'en parlais derrière avec le représentant de l'une d'entre elles, Mhm. et qui me disait, voilà, alors en fait, il dit, c'est vrai que ton parcours avec la forêt, ce lien avec la forêt a été d'ordre très émotionnel, Oui. Mhm. slash spirituel. Alors voilà, c'est vrai que pour moi, au départ, c'est ça. Ça a été vraiment une rencontre avec une reconnexion avec cette nature, cette forêt qui m'a aidé dans ce processus d'évolution et de guérison. Mhm. Euh, et donc, j'ai une sorte de, comment dire, bon, bah, je voue une forme déjà de reconnaissance à cette nature, même si tout ça, c'est assez inconscient, hein. Là, Tout d'ailleurs, à on en fait. parle et du Ouais. coup, ça me Mhm. permet de mettre mes mots dessus, donc c'est bien. Mais il y a une sorte de reconnaissance et également, du coup, une sorte de, comment dire, de volonté, bah, déjà de partager Oui. Mhm. ce vécu, quoi. Et encore une fois, j'emploie le terme de découverte, ça te paraît un peu fou parce que c'est pas vraiment une découverte vu que la nature, elle est partout autour de nous, en fait, mais si, un petit peu, en tout cas, dans ce lien à elle. Et donc, pour moi, c'est avant tout, c'est ça avant tout. Voilà, donc cet acte de cet appel de la forêt, c'est vraiment une invitation. D'ailleurs, voilà, on a besoin d'entendre tous les discours qu'on entend aujourd'hui, qui sont tout à fait nécessaires et auxquels je me joins et je m'adosse volontiers. Et si je peux, du coup, être, comment dire, que mon apport soit complémentaire et participe à ces discours, et ben, c'est super. Voilà, mais c'est vrai que du coup, c'est en aucun cas un acte militant ou politique ou quoi. Oui, oui, oui. C'est en fait partie de ton Voilà, expérience, de ce que tu as vécu et que tu as envie de transmettre dans un premier temps, un premier cercle, puisque c'est un cercle de 80 personnes, et après de faire boule de neige, parce que c'est effectivement comme ça que ça peut se propager. tout à fait. Et d'ailleurs, je suis très animé aussi par cette idée, effectivement, que ça se propage, parce que effectivement, là, c'est un événement, une sorte de première édition pour 80 personnes. Mais voilà, en fait, c'est une intention assez simple, quoi. C'est comme si, je sais pas moi, si vous avez appris à jouer quelques notes de piano, bah, vous êtes content de partager ces quelques notes de piano. Bah, c'est un peu ça, c'est un peu pareil. Absolument. Non, mais c'est, je dirais, louable et voilà. Et c'est justement presque, j'ai envie de dire, ça fait du bien d'entendre quelque chose d'authentique, de spontané, et de dire ben voilà, j'ai vécu ça, et on y reviendra, mais c'est toute le côté sympathique et touchant de ton livre humain. D'ailleurs, voilà, je rappelle aux auditeurs que tu as écrit, qui est sorti aux éditions Erol, et il y a beaucoup de simplicité dans ce que tu racontes, et c'est en ça que quelque part, en tout cas pour moi, c'est d'autant plus fort parce qu'il y a cette simplicité, cette authenticité. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi de planter un arbre? Eh ben, j'ai planté mon premier arbre en 2016. Bon, ça me paraissait un peu anodin comme geste, mais ça m'a marqué. Oui. Donc, Uh-huh. c'était pas dans ce premier lieu en Amazonie. Après, j'ai en fait ricoché chez d'autres personnes, etc. Bon, ça a été tout un périple. En rituel de départ, ça a pris 15 minutes, hein, c'était fait de manière assez simple. Mais ils m'ont dit, voilà, dès qu'un voyageur passe par chez nous, on aime bien lui demander de planter un arbre. C'est une sorte de tradition locale. J'ai dit, bah, super, voilà. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Tout à C'est fait. comme si vous passiez un peu de la théorie à la pratique, quoi. D'un coup, on plante un arbre, quoi. C'est vrai que nous, dans nos cultures occidentales, c'est pas un truc qu'on apprend. C'est pas quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui s'inculquera. Je le souhaite
Sûrement, il y aura des programmes dans les écoles, parce que c'est quelque chose déjà qui est très agréable. Bon, moi, j'en ai planté qu'un, mais après, on peut le faire d'une manière comme une sorte d'activité, presque comme une pratique. Tout à fait. Et c'est vrai que là, je voulais commencer la réponse par ça, mais je pense à Sébastien Salgado, ce photographe brésilien qui a été un des pionniers de la reforestation au Brésil, et qui dit planter un arbre, c'est comprendre. Et voilà, c'est tout simple, mais c'est vrai que c'est comme si d'un coup, en fait, on rentrait directement en lien avec la terre, avec l'arbre, et donc ça nous relie. Ouais. Oui, parce qu'on prend conscience Voilà, par l'acte lui-même exactement. de planter. Et donc ça. Hein. Mais moi, j'ai découvert, j'ai pas pu le faire, mais j'aimerais le faire. Il y a une association dont j'ai plus le nom en tête autour de Paris qui invite les gens régulièrement à certaines périodes de l'année à venir les aider et à nous apprendre à planter et à planter en fait des parcelles aux alentours de Paris et dans d'autres régions Voilà. dans la France. Et j'ai trouvé ça quelque chose de génial. Et ouais, je pense que c'est important, et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi très envie de, comment dire, de promouvoir. J'aime bien les métaphores un peu simplistes, mais c'est par exemple si vous expliquiez à un adolescent qui n'a pas encore donné son premier baiser, c'est comme la différence entre expliquer ce que c'est qu'un baiser Mhm, et embrasser vraiment quelqu'un. tout à fait. C'est un peu pour moi du même ordre, quoi. Donc planter un arbre, ça tout de suite quand même, on rentre dans un autre lien en fait avec la nature. Mm, complètement. Alors justement, tu as évoqué quelques partenaires ou commencé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous dire comment ces gens sont venus à toi ou tu es venu à eux et quels vont être leurs rôles? Il y a deux fondations. Bon, d'abord, la fondation Lunt contribue à cet événement en me fournissant gracieusement les infrastructures outdoor. La fondation Green Line, qui est une fondation récente créée par une artiste qui sera aussi impliquée en tant qu'artiste à l'événement, qui s'appelle Sarah Valente. Et donc, cette fondation Green Line est dédiée à la reforestation. Elle, en tant qu'artiste, elle dédie tout son travail d'artiste à la forêt, puisqu'elle a aussi voyagé dans la forêt amazonienne voilà, à plusieurs reprises. Et enfin, Forest Calling Action. Et j'aime ce terme d'action, parce que c'est aussi ça, la forêt. C'est aussi ce que je veux véhiculer à travers cet événement. Encore une fois, hein, c'est comme une recette de cuisine. Chaque ingrédient doit avoir sa place. Donc, on n'est pas non plus dans l'activisme, mais c'est important qu'il y ait pour moi ce volet, cette dimension de la forêt qui est aussi quand même voilà, un lieu, enfin plus qu'un lieu, un espace, un écosystème dont il faut prendre soin. Et donc, Forest Calling Action est engagé dans la préservation de forêts et leur régénération. Pas toujours, parce que parfois c'est juste préserver des forêts, mais aussi leur régénération en plantant des arbres, des milliers d'arbres, des dizaines de milliers d'arbres, à Madagascar, bientôt d'ailleurs en Amazonie. Donc c'est un projet dans lequel je suis par ailleurs un petit peu impliqué. Voilà, le fondateur, voilà, je suis assez proche du fondateur. Et enfin, les Nuits des forêts que j'ai envie de citer, parce que en fait, toute cette initiative, c'est aussi au départ une fête qui n'est pas encore vraiment rentrée officiellement dans notre calendrier, mais il y a depuis maintenant 2, 3 ans, 3 ans, je crois, c'est la troisième année, une célébration annuelle au mois de juin, à l'approche du solstice, où 150 forêts sont interreliées entre elles, bon, d'une manière virtuelle, hein, et donc, des artistes, des entrepreneurs, des activistes réenchantent les forêts. Et donc, je trouve que c'est une très belle idée. Et donc, c'est Nuit des forêts. Donc, en fait, là, l'appel de la forêt que j'organise moi, qui est un événement indépendant, est quand même relié en date, et on est en lien avec les Nuits des forêts. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent autour de la forêt. Hein. Au même moment, au mois de juin, il y a aussi le Festival des forêts à Compiègne qui, là, le fondateur fait un lien entre musique et forêt. Et puis, il y a aussi, c'est sa deuxième année, la violoncelliste Olivia Gay qui, suite à tous ces incendies ces dernières années, a tout d'un coup pris conscience et voulu créer le silence
des forêts, où en fait elle fait des concerts dans certaines forêts, aussi avec une pianiste. Elle a un ami qui lui permet de faire venir sur une scène amovible un piano, et donc il donne un concert dans la forêt, tout ça, et c'est avec aussi l'ONF, et c'est dans ce but de faire reprendre conscience et qu'est-ce que la forêt et comment il faut la protéger, et voilà. Donc c'est chouette tout ça. Ouais, ouais, c'est super que toutes ces actions Ouais, émergent. Ouais, hein. ouais, ouais. Il n'y a jamais de hasard. Non, et puis on se rend compte là, enfin, voilà, moi, c'est vrai que là maintenant, chaque semaine, je rencontre quelqu'un, que ce soit un artiste ou un entrepreneur qui entreprend quelque chose Ouais. pour la forêt. D'accord. Alors, maintenant, replongeons complètement dans l'appel de la forêt. Donc, cet événement, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis, est suite d'un cheminement personnel à un partage collectif. Peux-tu peut-être réappuyer brièvement l'importance de l'expérience pour toi? Parce que c'est vraiment une clé de voûte dans ton discours. Bah, c'est d'abord mon parcours personnel, parce qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un plus dans la pratique que dans les théories. Oui. Donc voilà, c'est comme ça que je suis. Donc les choses passent, se passent comme ça. Et je pense que c'est en fait surtout aujourd'hui ce dont on a besoin, c'est-à-dire d'aller Mhm. dans les forêts. C'est-à-dire que ça devienne. D'agir aussi. Ouais, mais parce que dès qu'on met à agir, déjà, c'est un mot qui renferme une certaine pression. D'accord, oui, c'est vrai. Et cet événement, pour moi, il doit être vraiment dénué de pression. On doit être dans Oui. la légèreté, pourquoi pas l'amusement. Encore une fois, c'est passer un moment et parfois sans le planifier, eh ben, on réalise, ah bah tiens, il s'est passé quelque chose. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, j'avais un déjeuner avec mon éditrice là, il y a quelques mois et quand je lui ai parlé de ce projet, elle a eu cette phrase que j'ai trouvée d'une profonde sagesse. Mhm. Et elle m'a dit, c'est vrai, comme ça, elle était un peu pensive, elle a dit, c'est vrai qu'on n'est jamais déçu dans la forêt. Et j'ai trouvé que c'était vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la magie, peut-être pas du miracle, enfin, il peut y avoir des miracles en forêt, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ok, ben c'était bien de le redire. Alors, comment va se dérouler ce rendez-vous dans les grandes lignes sans tout défleurer? Synthétiquement, je ne veux pas non plus dévoiler tout le programme là, maintenant, mais ça va être un processus relativement rapide puisque l'événement commence le samedi 17 juin à 14 heures et se termine le dimanche 18 juin à 18 heures. Donc c'est une journée et demie. Mhm. Euh, donc c'est un processus qui va partir de l'individu et aller vers le collectif. D'accord. C'est-à-dire qu'on va en fait commencer l'expérience par une séquence, en l'occurrence, ça je peux le dire, que François-Marie Dru, qui est musicothérapeute, que je sais que tu connais, Mhm. va donc animer, guider, avec une trinité, comme il la qualifie, respiration holotropique, Oui. bain sonore, chant thérapeutique. Ça dure à peu près 1h30. Donc là, on va être dans l'introspection, dans l'individu. Soit on est évidemment, vit. On va se déconnecter surtout aussi, c'est sa force. Et c'est pour ça que c'est lui qui va d'ailleurs ouvrir. Parce qu'en fait, mais on comprend bien que c'est quelque chose qu'on vit quand même, qui est très, en fait, voilà, qui est sensoriel, qui est personnel. Même si on sera tous les 80 participants ensemble, voilà, c'est quand même quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Mhm. Et bon, là, évidemment, tout le programme se déroulera et on terminera le dimanche après-midi par une sorte de, comment le qualifier, d'atelier, c'est pas tellement le terme, mais voilà, d'expérience basée sur un livre que j'animerai donc avec Alexandre Dana, Oui, qui lui en plus est familier de ce genre d'expérience. Et cette expérience est basée sur le livre Ecotopia d'accord. qui est un livre extraordinaire, qui est un de ses livres de chevet et dont il m'a parlé il y a quelques mois quand on commençait à parler de l'appel de la forêt, et qui est en fait un livre qu'on ne connaît pas très bien en Europe, mais c'est un best-seller américain des années 70 Mhm. qui en fait raconte l'histoire d'une société utopique dans une forêt à côté de San Francisco. D'accord. Sauf que ce qui est hallucinant, c'est que dans ce livre, tout ce qu'on est en train, nous, de mettre en place dans les années 2020, je sais pas, je pense aux voitures électriques, faire le tri, plein de choses comme ça qui sont en train de rentrer dans notre quotidien, D'accord. figure dans ce livre. Donc, c'est un livre extrêmement visionnaire. Et donc, là, ça va être quelque chose de plus collectif, de plus dynamique.
qui va être plus tourné vers Oui. l'action, mais Mhm. gentiment, ça restera ludique, quoi. Mais du coup, voilà. Donc, et pour moi, c'est un peu l'illustration de mon propre parcours, puisque ça a commencé quand j'ai fait ce burn-out, que j'ai été en Amazonie par voilà, une introspection qui a duré très, très longtemps, quand même, pendant 3, 4 années, l'écriture ensuite de ce livre. Et puis là, maintenant, du coup, bah, ces projets où, attention, c'est quand même aussi de me mettre au service de cette transition. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres moments forts que tu aimerais partager ou pas nécessairement? Du programme, Oui. un petit peu de la. Ah, j'ai envie de tout dire là. Non, mais nous dis pas tout. Ouais, bah quand même, deux, trois, parce que c'est juste là, ça me. Je te titille. Non, il y aura un grand feu sacré en fin de journée le samedi avec un rituel chamanique offert par Céline d'Artagnan, Oui. qui a été initiée à des traditions en Mongolie. Voilà, il y aura ensuite les chants de la forêt. Moi, c'est vraiment ce qui me touche le plus au monde. Les chants de la forêt par un groupe de personnes qui passent 3 mois par an en Amazonie, qui est une association Jiboyana. D'accord. Ils sont, François-Marie les accompagnera d'ailleurs, et qui sont, voilà, qui Mhm. se feront les porteurs des voix de la forêt. J'ai aussi envie juste de dire un mot sur le soir. J'aime bien une petite pointe de nocturne. Oui. Ça, on y reviendra. Et pourquoi tu aimes cette petite pointe de nocturne? Il n'y a pas de hasard. Ouais, bah, ça reste toujours en moi. Ça reste toujours, voilà. Et c'est là donc l'installation Mhm. que proposera Sarah Valente, donc cette artiste, D'accord. crée une installation qu'elle nomme Ultra Flora et qui est donc une sorte d'expérience sonore visuelle où en fait la forêt, elle rend la forêt phosphorescente sans dévoiler comment elle le fait. Ça se passe sur un hectare de forêt à peu près, ça fait la taille d'un terrain de football, un hectare. Et puis voilà, avec après un système aussi de sonorisation. Donc ça sera un peu, comment dire, psychédélique, sans psychédélique évidemment. Mais voilà, ce sera. Je t'arrête parce que je sens que tu Allez, irais plus voilà, c'est loin. fini, c'est bon, j'en ai C'est assez dit. fini. Donc, comment et pourquoi le château de Millemont, même si quand on connaît un petit peu, on peut comprendre, mais j'aimerais que ce soit toi qui le partage avec les auditeurs. Bah, pour deux raisons. Ça s'est fait d'une manière assez organique comme le reste, tout simplement parce que je connais l'heureux propriétaire de ce château, qui est une personne, une personnalité Oui. assez originale. Mhm. Voilà, pour être laquelle plus long dans ma description, mais voilà, je reste aussi un peu discret. Et donc, on était en lien, et donc le projet s'est aussi un peu fait comme ça, et aussi parce que tout simplement, ce lieu, quand même, est dédié, pas à Oui. 100%, mais en partie dédié à la transition, ce qu'on appelle les mouvements de transition. Donc, il y a souvent eu, en fait, mais c'est souvent des événements assez confidentiels, des choses. Voilà, donc en fait, on ne sait pas forcément, mais c'est un lieu qui a accueilli des moines, des chamans, des leaders indigènes, Oui. voilà, des Français occidentaux qui sont venus, notamment Satish Kumar, qui est une personnalité importante dans le monde de l'écologie, un ancien moine indien qui vit en Angleterre, qui a créé le Schumacher College, voilà, et d'autres. D'accord. Oui, oui, c'est un lieu qui est porteur déjà de ça. Et Donc, puis, ouais, et ouais, ça, on ne le sait pas forcément. Donc, c'est pour ça que c'était bien que. voilà. Et qui, quand même, petit détail, qui a quand même 500 hectares de forêt, à 45 minutes de Paris. Forêt magnifique, une forêt magnifique. En fait, proche de la forêt de Rambouillet, pour ceux qui connaissent, donc, qui est en fait, c'est comme la forêt de Millemont, c'est à 5 minutes de la forêt de Rambouillet, c'est une extension de la forêt de Rambouillet. La suite de ma conversation avec Romain sera mise en ligne vendredi matin. Surtout si vous voulez en savoir plus sur les intervenants de l'appel de la forêt et bien d'autres choses. Sachez aussi qu'il y a encore de la place pour cet événement. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve dans Tatou Senti Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast
ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!